Ah bah, je crois qu'on est désormais en live. Alors, bonjour à vous toutes et tous. Je vais bien sûr profiter de cette occasion pour vous souhaiter et vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cet exercice 2025. Alors, on va voir si cette année est aussi rock'n'roll qu'on peut le prévoir. Alors, merci de nous rejoindre aujourd'hui. On est dans le premier épisode du cycle de conférences de Patrimeta. Donc, l'année dernière, on a eu beaucoup de succès avec nos conférences, donc on est reparti pour une nouvelle saison qui sera beaucoup plus riche cette année puisqu'on a prévu déjà une dizaine de conférences tout au long de l'année. En gros, une par mois, sauf les vacances scolaires, et comme vous le savez, elles sont assez nombreuses dans notre pays. On a prévu de commencer par un marronnier pour nous cette année, en évoquant les stratégies d'investissement adoptées en 2025. Alors bon, c'est un très gros sujet, très complexe à traiter, et c'est pour ça qu'on a demandé à deux experts de deux grandes maisons de gestion de nous aider à y voir un peu plus clair, puisqu'on a la chance d'avoir Christopher Dembick de Pictet AM avec nous aujourd'hui, et puis Bastien Brut, qui est en charge aussi de la stratégie chez CPR AM. Alors, vous l'avez vu certainement, vous l'avez entendu, on a changé de cycle, hein. On était dans un cycle post-Covid où on avait un redressement de tous les instants, marqué par une hausse des produits énergétiques. Aujourd'hui, on entre dans une ère d'incertitude et donc on a un certain nombre de questions. Et pour animer le débat qu'on va avoir aujourd'hui avec ces deux grandes maisons de gestion, alors c'est pas Eve-Marie que vous avez en face. Donc, même si son nom est inscrit en bas de sa petite fenêtre, c'est Quentin Merlin qui supplée à son absence. Alors, F. Marie vous prie de l'excuser. Elle a eu un petit empêchement de dernière minute et on remercie Quentin d'avoir pris tout de suite la balle au bon pour la remplacer. Alors, Quentin travaille bien sûr dans le cabinet EMD Patrimoine à Grenoble. Donc, en dépit de ça, on ne voit pas trop la neige derrière son écran, mais on espère qu'il y en a un petit peu. Et puis, il va animer les débats. Donc, Quentin, voilà, je te cède la main. Merci Pascal. Et donc, bonjour à Christopher et à Bastien. Bonjour. Bonjour. L'objectif justement un petit peu de cet événement que nous propose justement de partager Patrimeta, c'est de faire un point justement sur les perspectives 2025. On va faire tout d'abord un retour aussi un petit peu sur la partie 2024 qui a été particulièrement contrastée, on va dire, sur un paysage un peu macroéconomique et politique et aussi financier, avec des performances sur les marchés financiers qui ont été plutôt bonnes outre-Atlantique et moins bonnes du côté un peu européen et émergent. Donc l'idée, c'était de voir justement 2025 qui démarre toujours avec ces incertitudes qui peuvent être majeures tant sur la partie domestique d'ailleurs en Europe que sur le plan international, de faire un petit justement tour d'horizon et avant d'aborder les points clés qui sont peut-être la tech, l'eurodoll ou les plans de relance chinois, l'idée c'est d'avoir votre sentiment général et surtout les échéances majeures peut-être en ce début d'année, pour introduire un petit peu le propos. Je ne sais pas si Bastien ou Christopher veut commencer sur cette partie-là, sur quels peuvent être justement les discriminants de début 2025. Vas-y, Christophe. Tu veux... Bon, d'accord. Okay, pour la prochaine. Je pense qu'il est important de jamais essayer de trop généraliser ce qui va se passer au mois de janvier. Finalement, cet exercice, aussi bien de prévision qui est fait en fin d'année, bien évidemment, mais aussi les premiers mouvements du mois de janvier sur les marchés actions, en règle générale, n'indiquent pas réellement ce qui va se passer sur le courant de l'année. Je vous donne juste quelques éléments très clairs. On avait eu très régulièrement, en mois de janvier, plein de rumeurs sur une relance chinoise et des remous qui ont suivi à cet égard.
retard. Très souvent, cette relance chinoise n'était pas aussi importante que prévu. Aujourd'hui, sur le marché action, qu'est-ce qu'on observe? Vous allez le voir, et globalement, quand même, il y a un consensus sur les actions américaines, notamment technologiques, qui est plutôt positif. Pour autant, on a pas mal de remous, et si on regarde notamment le positionnement des fonds spéculatifs américains, aujourd'hui, ils sont short, sont vendeurs sur les actions américaines. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup de positionnements tactiques, très court terme, parfois même spéculatifs au mois de janvier. Il faut vraiment pas extrapoler. Les tendances, finalement, de mon point de vue, c'est qu'on aura sur très nombreux aspects une sorte de continuation. Alors je sais qu'en termes de performance boursière, on remet les baromètres à zéro au 1er janvier, mais du point de vue macroéconomique, du point de vue financier, la réalité, c'est que finalement, bien souvent, on a plus une continuation. Un des éléments de continuation qui me paraît assez évident, c'est qu'on aura très vraisemblablement toujours cette thématique du décrochage économique et financier européen par rapport aux États-Unis, ce qui veut dire derrière ça une domination des valeurs technologiques. Je ne vois pas comment ça pourrait être mis en considération cette année, et même sur un horizon par exemple 2026, et vous aurez très certainement encore des politiques monétaires qui vont être beaucoup plus souples. Alors je sais que certains se disent pourquoi pas une hausse des taux de la Fed cette année à cause d'un rebond inflationniste. Je pense qu'il faut quand même être un peu prudent par rapport à cela. Donc des politiques monétaires plutôt souples, accommodantes, ce qui veut dire que c'est aussi un coussin de sécurité, beaucoup de liquidités sur le marché qui va être présent et en macroéconomie, ça c'est certainement un élément essentiel. Et bien évidemment aussi on a beaucoup d'argent sur le monétaire. Aux États-Unis, ça a commencé à aller irriguer les actions, mais ça prendra du temps. En Europe, c'est un peu plus en décalage malgré la baisse des taux. Et tout ça, ces deux éléments, en tout cas, ça servira de coussin de sécurité pour les actions. Donc, on est plutôt très positif actions, sans rentrer dans le détail, on ira par la suite en termes de secteur, etc. Oui. Mais sur les actions, effectivement, on considère qu'on aura une bonne année 2025. Ok. Oui, ben, nous, le message est un peu le même. On est aussi positif sur les actions. Alors, peut-être une différence qu'il peut y avoir entre 2025 et 2023, 2024, qui ont été des années relativement linéaires sur les actions aux États-Unis, c'est quand même malgré tout le phénomène Trump, quoi. À partir de l'investiture du 20 janvier, il pourra y avoir de façon effective des hausses de droits de douane décidées par Trump, et ça, ce genre de choses peut être assez disruptif pour les marchés, quoi. Donc, qu'on avait déjà observé sur la première guerre commerciale de 2018-2019, c'était que lors des grandes annonces de hausse de droits de douane, les marchés actions étaient pénalisés, réagissaient négativement pendant quelques semaines avant de repartir. Et puis quand, évidemment, Trump a annulé ces menaces ou retirer des hausses de droits de douane, on avait plutôt une réaction qui était positive. Donc peut-être que l'une des différences de 2025 par rapport à 2023 et 2024, c'est que ça sera beaucoup moins linéaire. Et c'est très lié à cette politique commerciale. Après, dans la politique américaine, il n'y a évidemment pas que la politique commerciale. Il peut y avoir d'autres choses, comme on a pu le voir cette semaine, le Groenland, par exemple, ou le canal du Panama. Ça fait partie il y a eu une conférence de presse, donc il y a 2 jours de Donald Trump à Mar-a-Lago. Et parmi les différents éléments, il y avait le fait qu'il n'excluait pas une opération militaire, une intervention militaire, pardon, pour annexer le canal du Panama et le Groenland. Après, il parlait d'une fusion des États-Unis avec le Canada. Bon, ça c'est un peu plus lunaire parce qu'on parle quand même d'un pays du G7, quoi, qui a une armée assez puissante. Mais en fait, ce genre d'annonces qui pour l'instant peuvent paraître un peu insolites, peuvent jouer ponctuellement sur les marchés, même si globalement, si on s'en tient en fondamentaux, on devrait avoir une croissance assez robuste aux États-Unis, une progression des profits assez importante, ce qui devrait tirer les marchés actions sur l'année 2025. Donc moins de linéarité, je dirais. Ok. Et donc du coup, ça me fait une transition sur la partie un peu positive justement sur le segment peut-être actions et notamment américaine. Actualité oblige, on est en ce moment en train de vivre le sommet sur le CES aux États-Unis. Justement sur cette partie-là, est-ce que justement pour faire des choix justement d'investissement, est-ce que d'écouter on va dire le PDG de Nvidia ou de justement de voir un petit peu les différentes activités d'Elon Musk
pourraient être justement des choix déterminants ou suivre un avis spécifique sur ça. Et votre avis général aussi sur la partie tech US avec les niveaux de valorisation aujourd'hui. Ouais. Alors, Elon Musk, c'est sûr qu'il faut le suivre et qu'il a un impact de marché déjà fort. On l'a vu, on a vu déjà rien que cette semaine qu'il y avait des implications chez les géants de la tech assez forts. Le fait que, par exemple, Meta abandonne le fact-checking cette semaine aux États-Unis, on peut considérer qu'il est en train de se placer finalement dans le courant idéologique un peu de Musk et de Trump. Donc on voit qu'il y a a priori déjà un impact de Musk sur toute la tech américaine. Musk va aussi jouer probablement sur des aspects de dérégulation. On a déjà vu passer des articles de presse qui parlent de la régulation des voitures autonomes, par exemple. Donc là, il y a un conflit d'intérêts qui est très important, mais peu importe, c'est quelque chose qui a eu un impact qui a été très fort sur l'action de Tesla, par exemple. Donc oui, Musk, de toute façon, va jouer un rôle important sur le secteur de la tech. Après, sur 2025, ce qu'on anticipe, c'est que l'histoire des profits va continuer à être très forte. Et finalement, c'est vraiment ça qui a fait la progression très très forte des très grosses sociétés technologiques américaines en 2023 et 2024. C'est vraiment ces profits qui ont explosé. Si on regarde les sociétés cotées, j'ai fait le calcul ce matin, le secteur technologique explique à peu près 90% de la croissance des profits aux États-Unis sur 2024. C'est vraiment très important. Alors que quand on prend le S&P 490, c'est-à-dire le S&P 500 auquel on va retirer les 10 plus grosses valeurs, la progression des profits, elle fait du zéro depuis 3 ans, quoi. Donc on a vraiment un marché à deux vitesses. Et en fait, cette progression très forte des actions de la tech devrait continuer grâce à justement cette progression des profits. Après, sur l'année, on peut avoir peut-être un phénomène de déconcentration, parce que là, ce qu'on observe, c'est que vraiment les plus grosses valeurs représentent les 10 plus grosses. Maintenant, c'est 38% du S&P 500. On est au plus haut historique, hein, donc ça, c'est très important. Et le desserrement monétaire dont parlait Christopher tout à l'heure, le fait que la Fed a déjà un peu baissé ses taux, qu'elle va probablement encore baisser un peu ses taux, eh bien, ça va donner du souffle aux autres capitalisations, ce qui permettrait au reste de la cote de peut-être recommencer à progresser et reconverger un petit peu vers les plus grosses actions, quoi. Donc, nous, on reste très positif sur la tech pour l'année 2025. Sur une partie de cote aussi différente des 7 magnifiques, ou en tout cas justement des 10 valeurs qui tirent un petit peu les profits par rapport à l'année 2024, si j'entends. Oui, exactement. Ok. Christopher, du coup, j'imagine que le sentiment est assez aligné par rapport un peu à l'introduction que vous nous avez faite. Alors oui, on pourrait être contrariant sur la tech. Je pense qu'objectivement, si on cherche à ça en termes de performance, c'est un peu compliqué. Donc indéniablement, la tech américaine est toujours extrêmement présente, en dépit des éventuels questionnements qu'on peut avoir sur la valorisation. Alors certes, bien évidemment, il y a un vrai sujet Nvidia, mais regardez par exemple un PER 55 pour Nvidia. Personnellement, je me sens assez confortable au regard de l'avancée technologique. Ils vont avoir une nouvelle puce Rubin qui, en termes de capacité de calcul, est déjà une avancée encore plus spectaculaire par rapport à Blackwing qui était l'année dernière sortie. En termes financiers aussi, Nvidia, il faut rappeler, le free cash flow, c'est quand même un élément structurant pour beaucoup d'entreprises et pour nous, c'est tout aussi important que le PER. Le free cash flow de Nvidia, il a été multiplié par 15 en l'espace de 2 ans. Et si vous regardez sur les autres valeurs tech, les grandes valeurs tech, vous avez aussi une dynamique qui est tout aussi positive sur le free cash flow. Donc, il y a quand même des arguments qui sont solides, des fondamentaux qui expliquent qu'on puisse avoir, par exemple, du Nvidia à 55 en termes de PR. Tesla, je pense, c'est un cas un peu à part. On est autour des 110. C'est une valeur plus volatile et nous, je sais qu'on ne l'intègre pas dans nos portefeuilles, mais disons que c'est vraiment un épiphénomène dans un univers où on ne peut
qu'avoir des actions technologiques américaines dans son portefeuille. Je pense que ça fait vraiment consensus. Je sais que très généralement, quand il y a un grand consensus sur le marché, ça incite beaucoup à la prudence, mais on est aussi, et Bastien le rappelait, dans un marché qui est ultra concentré, quasiment en situation d'oligopole sur certains segments du marché, automatiquement qui est assez cohérent avec une révolution industrielle, qui est cohérent aussi avec des évolutions structurelles propres au marché comme les ETF. Donc, de manière assez logique, finalement, pour nous, c'est inévitable qu'on ait ce phénomène structurant au niveau du digital. En revanche, après, vous avez deux moyens d'essayer d'aborder le sujet, c'est-à-dire, outre, bien sûr, les 6 ou 7 magnifiques, en tout cas les valeurs technologiques américaines, vous avez deux thématiques. Soit certains considèrent que vous allez avoir un effet de ruissellement qui peut concerner l'ensemble du segment small et mid cap, ou en tout cas un compartiment plutôt second couteau technologique. Jusqu'à présent, notamment sur les seconds couteaux technologiques, ça n'a pas très bien performé. On a vu un rebond en revanche des small et des mid cap indéniable depuis l'élection de Trump. La question, c'est est-ce que tout n'est pas déjà intégré, même en partie les baisses de taux. Et de l'autre côté, c'est essayer de regarder un peu ce qui va se passer sur la chaîne de valeur de l'IA. Vous avez les semi-conducteurs, vous avez les puces, c'est très bien connu, ça, il n'y a pas de débat, et les acheteurs notamment, qui sont les valeurs tech. En revanche, ça peut être intéressant aussi de se positionner, regarder ce qui se passe au niveau de la fourniture énergétique, de la fourniture aussi en eau, et donc des infrastructures hydrauliques qui sont nécessaires pour l'IA. Ça peut être en revanche pour un investisseur un autre levier aussi, pour être toujours positionné sur l'IA, mais à un autre niveau de la chaîne de valeur. Sur du non-coté éventuellement, ou sur des investissements Les deux sont possibles. Vous avez de très belles pépites effectivement sur du non-coté. Vous avez aussi des belles valeurs dans le domaine qui sont déjà cotées. Donc c'est vraiment ensuite en fonction de la location. Mais dans tous les cas, on trouvera sur ce segment spécifique des belles entreprises à la fois sur du côté et du non-coté. D'accord. Et du coup, vous parliez justement de la partie un petit peu dominante taux qui pouvait avoir aussi un impact sur ces niveaux de valorisation. Ça m'amène justement à cette question un petit peu justement sur la partie taux et de revenir un petit peu justement sur peut-être la parité peut-être euro-dollar dont on entend parler aussi aujourd'hui. Certains économistes aimeraient bien peut-être aussi qu'on ait une politique monétaire qui vise à avoir en Europe un euro un peu plus fort par rapport aux baisses de taux programmées aujourd'hui. Est-ce que c'est pas incompatible? Est-ce qu'il y a une chose qui est un peu compliquée dans ce phénomène-là aujourd'hui, sur la partie taux? Je me lance. Vas-y, oui. Ouais. Bon, alors sur la partie euro-dollar, l'euro-dollar a pas mal baissé depuis l'élection de Trump et vraiment clairement, ça fait partie des principaux déterminants des variations des changes là depuis 2 mois. Donc on avait 1,09 avant l'élection, on est à 1,03, on a une baisse d'à peu plus de 5% depuis l'élection américaine. Il y a, je dirais, deux raisons, une dont tout le monde parle et une dont moins de personnes parlent. La première raison, c'est vraiment l'histoire du différentiel de taux, quoi. Enfin, c'est avec la nouvelle administration de Trump, la Fed est un peu plus prudente, ça a encore été rappelé dans les minutes du FOMC hier soir. Parce que ça va bien plus au-delà que les simples hausses de droits de douane. Il y a les peut-être potentiels changements d'immigration, sur les règles d'immigration, sur le renvoi dans leur pays de personnes en situation irrégulière. Il peut y avoir les baisses d'imposition, il peut y avoir la dérégulation. Enfin, il y a tout un tas de mesures possibles qui peuvent être prises. Donc la Fed, par rapport à tout ça, il peut y avoir des impacts positifs ou négatifs sur la croissance, sur l'inflation, etc. La Fed préfère temporiser. C'est pour ça qu'elle ne baissera pas ses taux en janvier. Ce qu'ont anticipé les marchés, c'est que voilà, la Fed allait peut-être un peu moins baisser ses taux que prévu sur l'année 2025. Donc les taux américains ont pas mal remonté à cause de ça, ou grâce ou à cause de ça. Et en Europe, on a une BCE qui, elle, a beaucoup plus confiance dans le phénomène de désinflation et pour lequel il y a une sorte de consensus sur le fait que la BCE va baisser ses taux de façon régulière sur l'année 2025, à 25 points de base à chaque meeting, ce qui ferait quand même une divergence entre la Fed et la BCE. Donc ça a déjà été anticipé par les marchés et ça crée un différentiel de taux qui s'est élargi entre les États-Unis et l'Europe. Donc c'est le principal facteur qui explique la baisse de la parité euro-dollar. Il y a un deuxième facteur, il y a un choc sur les termes de l'échange. Pourquoi je dis ça? C'est parce que
sur les dernières semaines, on a eu une remontée des prix du gaz naturel sur les marchés de gros. Bon, ça a peut-être passé un peu inaperçu, mais quand on fait un graphique de la parité euro-dollar avec l'évolution des prix du gaz naturel, on voit que c'est quand même très très bien corrélé. Et l'Europe la zone euro étant importatrice de larges quantités de gaz naturel, je pense qu'il y a une partie de la dépréciation de l'euro par rapport au dollar sur les dernières semaines qui provient justement de ce choc sur les termes de l'échange, quoi. Ok. Donc, oui. Non, c'est vrai que voilà, il y a eu un décrochage assez important et ça peut venir expliquer ce phénomène-là à court terme. Est-ce que sur l'année justement 2025, Alors, perspective de cette évolution, pardon. Oui. Donc, il y a effectivement une divergence qui est déjà bien pricée par les marchés, qui pourrait se détériorer ou enfin, qui pourrait s'aggraver, au contraire se résorber au fil de l'année. Et donc ça jouera évidemment. Mais après, là, à partir du 20 janvier, ce qui peut arriver, c'est que Trump s'en prenne à l'Europe pour les droits de douane, quoi. Pour l'instant, il a surtout ciblé 3 pays, Chine, Mexique, Canada. Il n'a pas vraiment ciblé de façon sérieuse, on va dire, l'Europe. Si il le faisait, on aurait une dépréciation de l'euro par rapport au dollar. C'est ce qu'on observe de toute façon toujours là depuis le 2018-2019. À chaque fois que Trump menace un pays, la monnaie de ce pays se déprécie et le dollar s'apprécie par rapport à cette monnaie. Donc on aurait, si Trump ciblait effectivement l'Europe sur le plan commercial, une dépréciation supplémentaire de l'euro par rapport au dollar. Ok. Christopher, un mot sur cette partie aussi de taux ou sur les baisses programmées Alors, ajouter. Je pense que pour aller très rapidement sur la question, puisqu'on se rejoint parfaitement, peut-être juste rajouter, on a aussi un univers quand même de dollars fort. Le dollar index reste quand même très très fort. Nous, on l'estime à une survalorisation de 9% par rapport au panier de devises principal. Alors certes, il y a l'euro-dollar qu'on a bien perçu, et je ne reviens pas sur tous ces éléments qui ont été très bien expliqués. On a un autre pan aussi, beaucoup d'agitation avec un petit air de guerre des devises en Asie. On le voit assez bien. Vous avez la roupie indienne, le won sud-coréen, mais aussi peut-être plus significatif le yuan chinois, en partie administré. Donc ça veut dire que c'est quand même significatif aussi. Le yuan a atteint un point bas de 15 mois face au dollar, et probablement que c'est aussi un message envoyé par Pékin à la nouvelle administration Trump disant: si vous allez aussi loin que prévu dans les tarifs douaniers, il faudra vous attendre à ce qu'il y ait des répliques monétaires. Et les répliques monétaires, on l'a vu d'ailleurs cet été avec le yen, ça peut avoir des conséquences qui sont beaucoup plus larges sur les marchés financiers. Alors bien évidemment, la Chine, à mon avis, n'a pas intérêt à une très très forte dépréciation, puisqu'il y a des inconvénients liés à cela, et on se souvient des dévaluations qui avaient eu lieu il y a quelques années de cela. Mais en revanche, ça peut être tout à fait légitimement une arme à mettre en avant. On aura très certainement de la volatilité sur les principales paires de devises. Donc pour l'euro-dollar, peut-être qu'on aura la parité, ça paraît assez jouable. Là, c'est plus des éléments techniques et quelques mauvaises annonces qui peuvent jouer. On a un objectif, nous, pour cette année à 1,10. On sait très bien que les prévisions sur le Forex, elles sont quand même très avec une marge d'erreur qui est un peu plus accentuée qu'encore sur d'autres sujets. Mais le message qu'on met en avant, c'est que dans tous les cas, au-delà de l'euro-dollar, on pense qu'on aura toujours un dollar fort, ça, il n'y a pas de doute, donc survalorisé. Avec effectivement, et ce que Bastien disait très bien, des devises qui seront sujettes à des remous, à de la volatilité, voire de la dépréciation en fonction des cibles visées par l'administration Trump. Donc c'est un environnement aussi qui est un peu plus instable et qui peut être plus compliqué, notamment si on est positionné typiquement sur de la dette de pays étrangers qui ne serait pas libellée en euros et pas libellée aussi en dollars, donc en monnaie locale. Ça peut être aussi un peu compliqué, donc c'est à prendre en considération. Et pour rebondir, je suis complètement d'accord avec Christopher sur le fait que le dollar soit très fort. Et quand on regarde un taux de change réel effectif, on trouve que le dollar se trouve au plus haut niveau depuis maintenant les accords du Plaza en 85, quoi. Donc il y a vraiment un gros sujet dollar qui pour l'instant ne semble pas préoccuper la future administration Trump, mais ça va finir ça va s'imposer à eux finalement, quelque part. Oui, et notamment dans les discussions avec les Européens que tu mentionnais, tout à fait le taux de change, j'ai découpé un moment, je ne sais pas si c'était évoqué, mais tout à fait le taux de change, ça va être un levier. Si on atteint la parité, on peut être sûr et certain que Trump y verra comme la recherche par l'Europe de gain de compétitivité, alors que c'est très loin d'être ça, mais bon, en tout cas, ce sera un argument de négociation. Exactement. Bon.
Très bien. Eh ben, écoutez, merci pour cette partie, pour cet élément-là de précision. Autre continent à interrogation, et vous l'avez commencé un peu à l'évoquer avec les devises un peu étrangères, c'est l'Asie. Justement, que pouvez-vous nous dire sur les perspectives justement d'évolution de la zone Asie, et notamment sur le plan de relance chinois qui est un peu qui tarde un petit peu à venir, et peut-être un focus aussi peut-être sur la partie Inde qui justement a peut-être le vent en poupe aujourd'hui sur les marchés financiers. Tu veux que je me lance? Vas-y. Bon, allez. Sur la Chine, vous l'avez dit à juste titre, ce fameux plan de relance, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on veut un plan de relance qui va viser la consommation? Là, ça va être probablement, il va falloir attendre jusqu'au calendrier grec, ça va être plus compliqué de notre point de vue. Ou est-ce qu'on parle effectivement de mesures de soutien à la liquidité, de mesures de facilité d'accès au crédit, éventuellement de quelques mesures pour soutenir le marché boursier, ce qu'on a vu finalement au cours des dernières années. Le problème, c'est que ces mesures-là, tout ce qu'on a vu notamment en septembre, elles n'ont pas vocation à changer complètement la dynamique qui est aujourd'hui déflationniste en Chine et qui est le vrai problème pour la Chine. Bien évidemment, un levier potentiel qui n'est pas un levier miracle, parce que sortir d'une déflation, c'est complexe, mais un levier potentiel, c'est une relance par la consommation. Le problème, c'est que les autorités chinoises ont parfaitement conscience que si on utilise cet outil-là, cette relance de la consommation, elle aura un effet que très court terme, si elle a un effet, parce que vous avez bien sûr ce problème de l'immobilier qui est toujours là. Donc finalement, vous êtes complètement bloqué au niveau de la dynamique chinoise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup encore, et on aura tout au long de l'année indéniablement des commentaires sur le plan de relance. On en aura quand on aura la session du Parlement au mois de mars, bien évidemment. Mais regardez ce qui se passe sur le marché obligataire chinois. Je pense que c'est assez significatif. Point bas historique atteint sur le 10 ans chinois, alors que vous voyez que les taux obligataires augmentent partout dans les autres grandes économies. Encore plus significatif, alors c'est peut-être plus l'anecdote, il faudra voir si c'est durable ou pas, parce que c'est assez récent. Aujourd'hui, le 30 ans chinois, en termes de taux de rendement, est inférieur au 30 ans japonais. Donc concrètement, c'est parfaitement intégré par beaucoup d'investisseurs que la Chine ne va pas sortir du jour au lendemain de la déflation, et à juste titre, c'est extrêmement complexe d'en sortir. Bien sûr, vous aurez, je crois que c'est la semaine prochaine, les chiffres du PIB au T4 2024. Alors certes, ce sera toujours proche de la cible, bien évidemment, mais on sait bien que la réalité est tout autre. Donc de notre point de vue, purement sur la macro chinoise, il faut être extrêmement prudent et certainement intégrer que dans tous les cas, aujourd'hui, c'est pas sur la table d'avoir un plan de relance de la consommation et qu'on n'aura pas de plan de relance comme l'aimerait le marché, comme ça a pu être le cas juste dans la foulée de la crise financière. Ça n'arrivera plus du tout, ce type d'aspect. Sur l'Inde, très rapidement, sur l'Inde, je pense qu'il fait plus le marché boursier parce qu'il y a quand même une déconnexion. C'est un marché boursier qui est assez intéressant. On pense que ça va rentrer de plus en plus dans les portefeuilles, mais bien sûr progressivement. L'Inde, ce qu'il faut en revanche avoir en tête, c'est que historiquement, ça a toujours eu un premium par rapport aux autres marchés émergents, boursiers émergents. Le premium est entre 30-35%. Donc c'est un marché qui est historiquement toujours très très cher. Donc ça peut être un peu compliqué pour des investisseurs étrangers d'aller sur cet aspect-là. Après, bien évidemment, on parlait de la roupie indienne qui s'est effondrée, donc ça induit derrière cela aussi de penser à tout ce qui est stratégie de hedging. Mais en revanche, je pense sur du long terme, c'est peut-être le moment de regarder et d'attendre de voir comment ça va se passer, de regarder comment ça peut évoluer. Mais c'est sûr et certain que c'est un marché boursier qui sera très certainement incontournable. Comme aujourd'hui d'ailleurs, quand on voit des clients, ils veulent être exposés à la Chine. En revanche, nous, ce qu'on considère, c'est plus des stratégies long short qui sont opérantes sur ce type de sujet, justement parce que c'est un marché difficile à appréhender et volatile, plutôt que de juste d'être acheteur long sur les actions chinoises en se disant, bon, les niveaux de valorisation très indéniablement sont attrayants, mais c'est pas toujours suffisant. Je vous donne un exemple de société Zoom que tout le monde connaît puisqu'on l'utilise. Très beau chiffre d'affaires, etc. Bon résultat. En revanche, c'est sous-valorisé très nettement et ça ne change pas là-dedans. Donc, on peut être sous-valorisé pendant très longtemps. C'est pour ça que notre point de vue sur la Chine, long short, c'est certainement une stratégie qui est un peu plus adaptée pour essayer de capter la création de valeur éventuelle du marché boursier chinois. Très bien. Merci Christopher. Bastien, un mot à rajouter
Pas cette grand-chose à partie-là? rajouter. Enfin, sur la macro chinoise, on est raccord parce qu'en fait, le vrai sujet, comme le dit Christopher, c'est vraiment la déflation, le risque de déflation, quoi. Et ça met des années, quoi. On met des années sans sortir. Ce risque de déflation, il est causé par la chute du marché immobilier, enfin, en tout cas la baisse assez forte des prix immobiliers depuis maintenant à peu près 2 ans. Et moi, ça me fait penser, si on veut chercher une analogie, au marché américain, enfin à l'économie américaine au début des années 2010, quoi. On a mis vraiment beaucoup de temps aux États-Unis à sortir de cette crise immobilière. Et ben, ça sera la même chose pour la Chine. Après, on pourra avoir de nouveaux paquets d'annonces parce que finalement, je pense que ça fait quand même peur aux autorités d'avoir des prix immobiliers qui baissent trop. Donc là, la coordination des mesures qu'on a eues fin septembre, c'était parce que justement les prix commençaient à baisser très rapidement. Donc ils se sont dit, bon, il faut qu'on commence à faire quelque chose de cohérent. Comment dire, les craintes subsistent, il y aura, je pense, d'autres paquets de mesures un peu comme celles qu'on a vues, mais pas directement complètement centrées sur la consommation, comme le disait Christopher, qui ponctuellement pourront faire réagir les marchés, quoi. Mais après, mesurer le timing de ça, c'est plus difficile. Là, c'est plus quelque chose qui est optionnel, quoi. Ok, parfait. Merci pour cet élément. Autre continent qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'Europe. Et pourtant, bon, voilà, c'est comme si on peut parler de continent, c'est la partie plutôt les valeurs européennes aujourd'hui. Il semble qu'il faille justement peut-être privilégier les valeurs qui sont à forte composante internationale. Est-ce que cela fait sens aujourd'hui avec les politiques justement protectionnistes qui s'installent de façon structurelle? Bon, nous, j'y vais, Christopher? Ouais. Oui, je Ouais. t'en prie. On a dans nos équipes actions, en fait, on est vraiment d'accord sur le fait que il faut privilégier clairement les entreprises européennes qui ont une implantation aux États-Unis pour bénéficier de cette croissance plus forte. Donc ça, effectivement, on ne va pas se différencier du consensus entre guillemets, quoi. Après, il y a dans les autres types de valeurs qu'on peut privilégier, il y a aussi certains secteurs comme la construction qui ont connu des années très difficiles avec le début de la baisse des taux de la BCE. Donc pour le moment, la BCE a déjà baissé ses taux 4 fois. Mais on a un taux de dépôt qui est encore à 3%, quoi. Donc, on n'a pas encore enlevé un quart du resserrement monétaire qui a été fait en 2022-2023. Et il y en aura plus de baisse de taux sur cette année. Et donc, ça peut faire repartir des secteurs comme la construction qui était un peu pas même très à la peine sur les dernières années. Donc là, on peut voir aussi une reprise à ce niveau-là. Et puis après, et là, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il faut garder un œil là-dessus, notamment au moment des élections allemandes du 24 février, c'est les valeurs allemandes, quoi. Enfin, toutes les valeurs qui sont exposées en tout cas à l'économie allemande, parce que bon, le sens de l'histoire, malgré tout, ça reste d'abandonner ces règles budgétaires beaucoup trop rigides et qui brident l'économie allemande. Donc là, on pourrait avoir peut-être un peu plus de dépenses, mais encore, ça mettra beaucoup de temps à se matérialiser. Mais là, ça pourrait bénéficier aussi un petit peu aux valeurs exposées à l'économie allemande. Je ne vais pas être très différenciant, on se rejoint sur cet aspect. Pas facile. Les chiffres économiques et les prévisions pour l'Europe, je pense le font consensus, hein, il n'y a pas de grande raison d'être très optimiste, à part si on décide vraiment de regarder vraiment quelques éléments. Certes, il y a moins d'inflation, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle puisque c'est plus le signe d'une économie qui est vraiment en mauvaise santé. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet qui va se poser pour les entreprises européennes à un certain stade, y compris celles qui ont en tout cas une partie de leur production en Europe, mais qui ont un marché international. Je vous donne un exemple. Si vous regardez aujourd'hui Michelin, qu'on connaît tous, sur les pneus, en 2010, vous aviez un différentiel de prix qui était bien évidemment négatif pour Michelin, qui était de 30% par rapport à l'Asie. Aujourd'hui, quand Michelin produit un pneu, c'est 95% plus cher
qu'en Asie. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un aspect normatif réglementaire qui joue. Et l'Europe est devenue normative et réglementaire. Alors, on peut s'en plaindre au quotidien, mais pour nous, c'est un sujet surtout pour les entreprises. Et on le voit très, très nettement. Donc, si vous rajoutez l'aspect normatif, réglementaire, coût de l'énergie, notamment pour l'industrie, qui est très, très nettement plus élevé, subventions qui sont extrêmement attrayantes du côté américain pour les entreprises qui relocaliseraient là-bas, je pense que tout est dit. Soit il y a un sursaut, soit on accepte un lent déclin. Je pense malheureusement peut-être être un peu pessimiste, mais je suis plutôt du côté du lent déclin. Mais aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait inverser la donne. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, pour renouer avec les premiers propos de Bastien, il faut surtout regarder celles qui font leur commerce international, qui ne vont pas être trop dépendantes aussi en termes de capacité de production du cadre réglementaire européen. Européen. Ouais, d'accord. Et du coup, sur cette partie-là un peu européenne, est-ce que sur les thématiques peut-être climat ou sur la transition énergétique, est-ce qu'il y a des sujets justement, est-ce que c'est des sujets un peu à pas oublier, mais du passé, ou est-ce qu'aujourd'hui justement il faut continuer à le privilégier? Et peut-être le parallèle entre l'Europe et les États-Unis à faire. Moi, je vais être très rapide. On n'abandonne pas cette thématique, mais on regarde quand même du côté américain. C'est là où vous avez, je vous donne un seul chiffre, grâce à l'IRA, encore une fois subvention publique, les capacités de production de panneaux photovoltaïques ont été multipliées par 5 en l'espace de donc quelques années. Et Trump ou pas Trump d'ailleurs, ça continuera parce qu'aujourd'hui c'est rentable de produire des énergies propres, y compris du nucléaire d'ailleurs, aux États-Unis à un bas coût. Je pense que honnêtement, sur la transition énergétique, les valeurs sont quand même du côté américain. Je suis complètement d'accord, on ne laisse pas tomber le climat. En fait, il ne faut pas se laisser embarquer dans le bruit autour de Trump. Bon, alors c'est vrai que Trump, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le climat, hein, ça on peut pas le cacher, avec notamment le développement du fossile, donc il va déréguler largement pour essayer de favoriser l'augmentation de la production d'énergie fossile. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle, on est d'accord. Cette semaine, la conférence de presse, il a dit qu'il souhaitait interdire la construction des éoliennes. Donc, bon, voyons s'il le fait vraiment. Après, je pense qu'il y aurait quand même pas mal de réactions négatives au sein du Parti républicain, parce que, par exemple, le président du Sénat, John Thune, c'est quelqu'un qui est très en faveur de l'éolien. Bon, ça serait pas forcément facile à jouer. C'est dans les mauvaises nouvelles aussi qu'il peut y avoir la suppression des subventions, notamment pour l'achat de véhicules électriques dans le cadre de l'IRA. Mais après, donc voilà, Trump n'est pas tout seul, quoi. Il n'y a pas que Trump qui fait la politique américaine. Donc, je ne suis pas sûr qu'il aille jusqu'à interdire les éoliennes. On a quelqu'un comme Elon Musk qui est très en faveur de l'énergie solaire, par exemple. Comme le disait Christopher, ça a permis donc les subventions de l'IRA de très largement augmenter la production de panneaux photovoltaïques aux États-Unis. Puis surtout, il y a quand même 90% des investissements de l'IRA qui se font dans des localités républicaines, quoi. Donc, ça serait quand même difficile en interne de supprimer des fonds qui bénéficient à des États républicains. Ça serait quand même très, très mal joué à un moment où il a besoin d'alliés au sein du Parti républicain. Donc voilà, il faut quand même se méfier un peu de ce bruit autour de Trump. Puis après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que les États-Unis hein, sur le sujet du climat. Il y a évidemment tout un tas d'initiatives en Europe qui vont peut-être être relancées une fois qu'on aura plus de stabilité politique en Allemagne et peut-être aussi en France. Donc ça, c'est des sujets qui vont pouvoir être relancés. Et puis il y a aussi la Chine. La Chine qui avance vraiment extrêmement vite sur les sujets des énergies propres. Donc là, ils viennent d'atteindre leur objectif 2035 pour d'avoir la moitié des voitures vendues qui soient des voitures électriques. Ils ont atteint cet objectif avec 10 ans d'avance. Donc il y a aussi la Chine, il y a aussi l'Europe, il n'y a pas que les États-Unis sur le sujet du climat. Donc non, il ne faut pas abandonner ces sujets-là. Pas une thématique à écarter comme ça, mais en tout cas, il y a un retard de performance entre la zone européenne et la zone américaine, mais qui s'explique au même titre que les classes, que l'action d'une manière générale.
Il n'y a pas de différenciation aujourd'hui par rapport à la thématique ou pas, si je comprends. Dans l'analyse, ce n'est pas quelque chose que vous écartez de ce point-là. Très bien. Je crois qu'on a abordé un petit peu les différents sujets, on va dire un petit peu principaux, en tout cas dans la partie tech et taux, et puis un petit peu sur les différents points des zones géographiques. Pour peut-être faire une synthèse pour nos auditeurs aussi, l'idée c'est peut-être de faire si vous pouvez ou si vous avez une matrice, on va dire un petit peu de justement de force, faiblesse et de menace opportunité. Qu'est-ce que vous mettriez aujourd'hui en avant par rapport un petit peu à ce qu'on s'est dit avant? Il y a des choses qui ressortent un petit peu, mais si vous deviez synthétiser justement entre les forces et les faiblesses et les menaces opportunités. Tu y vas, Christopher? Ok, vas-y, comme tu veux. Allez, je vais plus me focaliser un peu sur les marchés financiers. Actions américaines technologiques incontournables, je pense que ça fait consensus, pas besoin d'en débattre. Un levier en tout cas qui va être extrêmement important pour le développement de l'IA, que personne conteste aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui va être consommation d'énergie, donc notamment le renouvelable bien évidemment, donc ça relie avec ce qu'on évoquait précédemment, mais aussi installation hydraulique, puisqu'il faut aussi un accès à l'eau. Je vous donne juste un chiffre. Microsoft notamment a consommé pour justement ces data centers l'équivalent de 2500 piscines olympiques en l'espace d'1 an, et c'est exponentiel. Donc vous avez quelque chose qui est extrêmement important à cet égard. Là, je me permets de reprendre quelque chose que tu as dit, Bastien, parce que c'était extrêmement important, ne pas exagérer le bruit autour de Trump. Et ça va vous vouloir sur les marchés, sur plein de sujets finalement, où vous avez des éléments de continuité qui vont être extrêmement importants. Et certainement en conclusion, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour savoir qu'on aura probablement une correction sur les marchés boursiers cette année. On l'a eu l'année dernière, notamment à cause du yen. On aura certainement, soit à cause de Trump, soit des résultats de Nvidia qui ne sont pas aussi élevés qu'on aurait pu l'anticiper. Mais pour nous, on voit ça comme un bon point d'entrée sur le marché, sachant que sur certaines valeurs, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu cher. Donc, plutôt une belle opportunité et simplement le garder en tête. Si c'est Nvidia, ce sera assez rapide puisque les prochains résultats sont, je crois, le 26 février. D'accord. Alors, du coup, de mon côté, on m'a demandé de préparer donc force, faiblesse, menace, opportunité. Donc, ce que je mettrais comme force, c'est clairement la force des ménages américains, de l'économie américaine, du dollar, parce que tout ça finalement est lié d'une certaine façon. Dans cette force des ménages américains, parce que finalement, il y avait quand même beaucoup d'économistes qui se disaient que la hausse des taux de 2022-2023 allait casser la consommation américaine. Ça n'est pas arrivé. La consommation a complètement résisté. Et l'un des éléments qui permet d'expliquer pourquoi ils ont aussi bien résisté, c'est que le patrimoine des ménages s'est largement amélioré sur les dernières années. Aujourd'hui, le patrimoine net des ménages, c'est 5,5 fois le PIB américain, et ça ne fait que monter, quoi. Donc, on a des ménages qui... Alors, évidemment, il y a des problèmes d'inégalité. La richesse est très inégalement répartie aux États-Unis, notamment en ce qui concerne le patrimoine, mais on a globalement des ménages qui disposent d'un patrimoine qui est très important et qui leur permettent de consommer de façon très robuste, on pourrait dire. Et ça, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi l'une des forces actuellement, c'est clairement ça. Après, dans les faiblesses, il y a, et on en a déjà parlé tous les deux, tous les trois, c'est l'incertitude politique en Europe, quoi. Là, clairement, on a aujourd'hui un gouvernement en France, bon, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, on n'a pas de gouvernement en Allemagne, il y aura des élections qui permettront peut-être de lever un peu les incertitudes. On a un gouvernement minoritaire en Espagne. Donc, on n'a pas vraiment d'élan dans les initiatives européennes avec une incertitude politique qui est très élevée. Il y a d'ailleurs un indice
qui va regarder le nombre de fois dans les articles de presse financière, l'incertitude est mentionnée. Et en fait, là, on est au plus haut historique hein, pour l'Europe. On n'a jamais eu autant d'incertitudes sur la politique économique. Donc, clairement, c'est l'un des points faibles de l'Europe. Et puis, quand vous ne savez pas de quoi le demain fiscal sera fait, bah, en tant que ménage, vous n'allez pas forcément engager des dépenses importantes. Les entreprises ne vont pas forcément investir beaucoup. Et quelque part, bah, cette incertitude politique prolonge la morosité de l'économie européenne. Et avec des conséquences, bah, c'est que la BCE bah, continuera à baisser ses taux cette année, quoi, et plus que la Fed. Après, dans les menaces, on a clairement les tensions commerciales. Depuis cette semaine, on pourrait presque dire les tensions militaires. Enfin, c'est pas prévu qu'on parle de ça, mais bon, voilà. Enfin, avec Trump, on verra. Pour l'instant, c'est plus du registre de la blague qu'autre chose, mais pas forcément complètement. Donc, ça fait partie des sujets qui vont pouvoir faire l'actualité de 2025. Les tensions commerciales, ben, clairement, si elles sont dures, s'il y a des mesures de rétorsion, s'il y a des contre-mesures de rétorsion, etc., ça peut être très négatif pour l'activité, pour la croissance mondiale, tout simplement. Et voilà, et donc pour les marchés aussi, hein, pour les marchés actions, si on avait donc une sorte d'escalade commerciale, bah ça serait quelque chose qui serait très négatif pour les marchés actions, au moins de façon temporaire, quoi. Donc voilà, après dans les opportunités, ben, il y a toujours l'intelligence artificielle, hein, donc c'est un thème auquel on croit beaucoup, pour lequel on a un fonds, et clairement, nous, on reste convaincus qu'il y a une histoire très forte qui est en train de se matérialiser là-dessus. L'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises américaines, par exemple, il n'en est qu'à ses balbutiements, en fait. On en parle beaucoup, on en parle tout le temps, mais quand on regarde le nombre d'entreprises américaines qui disent eh ben, s'être utilisées au quotidien l'intelligence artificielle, on n'est que sur du 8-9%, enfin, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est plus qu'il y a un an où c'était plutôt du 6%. Mais on voit aussi là qu'il y a du potentiel de développement de cette thématique au sein des entreprises américaines. Et donc, on continue à rester positif là-dessus pour l'année 2025. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, il y avait une partie peut-être un petit peu de secteur qu'on avait vu un petit peu à pas éviter, mais en tout cas à écarter. De ce que je comprends, c'est peut-être un petit peu la thématique chinoise qui est peut-être à mettre en retrait aujourd'hui. Pour synthétiser un petit peu l'idée, s'il y avait vraiment quelque chose qui devait être mis en retrait, ou en tout cas d'utiliser une stratégie pas seulement de long only, mais peut-être de long short. Donc oui, alors je ne sais pas si Christopher, tu seras d'accord avec moi, mais en discutant avec les gérants chez nous, une idée qui ressort, c'est que on aurait une année 2025 où on parlerait plus d'arbitrage géographique que d'arbitrage sectoriel. Notamment parce qu'on voit que les dynamiques sont complètement différentes aux États-Unis, en Europe, en Chine. Et ce différentiel finalement de croissance va être affecté aussi par la guerre commerciale. Donc, en fait, on est peut-être plutôt dans une année où, plus que faire des arbitrages sectoriels, même si je viens de parler de l'intelligence artificielle, oui. on s'orienterait sur des arbitrages qui seraient plus géographiques. Géographique. Ah, alors, on ne vous entend plus, Christopher. Il est en mute. Oui, excusez-moi, il y avait du bruit autour, donc j'avais... non, complètement aligné, effectivement, ouais, tout à fait. Donc peut-être sur cette partie justement d'opportunité de regarder peut-être une stratégie d'arbitrage plutôt géographique. Oui, parce que la réalité, si vous regardez secteur par secteur, certes, vous trouverez toujours, mais même par exemple dans un secteur qui est compliqué, le secteur de l'automobile, vous avez quand même des entreprises qui s'en sortent plutôt bien. Donc finalement, à mon avis, c'est plus on a un peu parlé de géopolitique initialement, mais beaucoup plus les transformations géopolitiques à l'œuvre qui vont avoir un grand impact. Et notamment bien comprendre aussi ce qui se passe entre une opposition Chine-Russie où finalement ils sont à la fois alliés
et concurrents, parce que la Chine, je pense, aurait tout intérêt serait à loisir d'avoir plus d'influence sur la partie sibérienne. De l'autre côté, vous avez les États-Unis qui dessinent quand même le retour d'une forme d'empire. Donc ces éléments-là géographiques vont être quand même beaucoup plus importants en termes de positionnement. Et malheureusement, vous avez au milieu de tout ça un peu le ventre mou que va représenter l'Europe. Bon, eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Pascal, il y avait des sujets, ou en tout cas une partie où on peut retrouver justement les différentes chroniques de Christopher et de Bastien. Ça ne marche pas non plus. Il est en mute, Pascal, tu es en mute. Voilà, pardon, j'étais en mute, j'étais complètement absorbé par ce que disaient Bastien et Christopher. Et donc, voilà, désolé. Oui, je voulais évoquer bien évidemment un point, puisque là, vous avez eu la chance d'entendre Christopher et Bastien sur les perspectives 2025, mais les perspectives 2025 s'affinent toutes les semaines. Et pour ce faire, Christopher et Bastien ne font pas que parler, ils écrivent aussi beaucoup. Et vous avez la chance, lorsque vous êtes inscrit sur notre plateforme, de pouvoir lire une revue hebdomadaire qui n'intègre pas que les maisons Pictet et CPRAM, mais en tout cas, vous pourrez très facilement les retrouver sur la plateforme. Et si on s'y positionne, alors attendez, tac, tac, ça, tac, si j'y arrive. Voilà, vous allez retrouver par exemple, si vous voyez mon écran, bah, on va sur le stand de CPR et on va retrouver très rapidement les dernières novations. Alors vous voyez que tout est à jour, hein, avec les marchés et stratégies de janvier 2025, les podcasts de Bastien, et puis vous avez même les petites vidéos avec sur la partie BCE et Fed. Tout ça, vous pouvez les retrouver. Ils sont disponibles via notre lettre hebdomadaire par un simple clic directement sur les éléments, et à l'identique sur Pictet, vous allez retrouver à la fois les podcasts de Christopher en direct, si le direct arrive, et voilà, toc, toc, toc. Ça ne se connecte pas, si, oui, non, oui, non, moyennement. Et puis les derniers blogs, avec notamment les publications qui sont faites par le groupe. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur la plateforme et compléter l'écoute de ce moment par la lecture des très bons articles de Bastien et de Christopher. Alors je vais revenir. C'est gentil. Bah oui, puisque. Et donc tout ça, c'est publié le samedi matin à 8h30, comme ça vous avez tout le week-end pour lire ça très rapidement. Un petit élément rapide aussi à compléter. On va regarder si on avait des petites questions sur le sujet. Alors, j'en ai qu'une. Alors, je ne sais pas qui voudra se lancer sur ce sujet, parce que on parle de cryptoactifs. Ah bah. Voilà. Je te laisse, Christopher. Tu tiré avant moi, là, malheureusement. Sinon, je t'aurais laissé avec grand plaisir. Je suis désolé. Oui, effectivement, merci. Bon, j'ai pas vu la question. Il y a l'option d'appeler un ami pour parler à sa place. Non, mais... on peut y aller, dites-moi. Je verrai. Notamment sur le Bitcoin, hein, qui est passé cet hiver à un seuil fatidique, sous l'impulsion du président nouvellement élu américain. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, les gens s'interrogent pour savoir comment intégrer ça, le cas échéant, dans les portefeuilles. Enfin, j'imagine, hein, puisque la question était beaucoup plus simple. Ouais. Et était autour de ça.
Alors bon, très clair, hein, nous on met pas en avant cet aspect-là et bon, vous serez pas surpris. On comprend en revanche que ça rentre aujourd'hui dans des considérations, des questionnements d'une clientèle privée, dans la construction des portefeuilles, et on le voit effectivement, il y a aussi un levier générationnel qui joue. Peut-être juste un message plus de prudence qu'autre chose, c'est-à-dire sur une clientèle privée, si on souhaite absolument intégrer cet aspect-là, il faut bien comprendre que vous intégrez un élément ultra volatile, avec un potentiel certes de rendement très élevé, mais très 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 volatile, et donc ça ne conviendra dans tous les cas pas à tous les profils, et même avec un profil averti, on incitera à avoir une pondération quand même assez faible dans le portefeuille. On ne va pas juste dire que c'est uniquement de la spéculation, on peut essayer de trouver quelques éléments de compréhension. En fonction des échéances temps, on voit qu'il y a une corrélation avec le 10 ans américain, effectivement le phénomène de rareté, certes sur le Bitcoin en tout cas, mais vraiment en tout cas un message de prudence, et voilà, je vais essayer d'être aussi politiquement correct que possible. Je suis admiratif. Bravo. Non, merci. Mais c'est que ça m'arrive souvent de retomber sur cette question, malheureusement. Donc, je dois être un peu de jouer de malchance. Si vous êtes encore en forme, j'ai deux questions, une sur le luxe et une sur les foncières. Oui. Quelles sont vos anticipations sur ces deux types de secteurs? On avait dit qu'on essayerait d'éviter les secteurs. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que les secteurs. Mais je pense qu'on est obligé d'y aller. Allez, je laisse Bastien à Bastien les foncières, évidemment. Le luxe, moi, je peux y aller si vous voulez après. Mais j'aurais préféré l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Je me doute. Donc, bon, moi, les foncières, bon, je suis pas du tout un spécialiste du sujet, sans mentir, mais je pense que quand même, malgré tout, on devrait avoir un effet positif avec le resserrement, enfin la baisse des taux, le cycle d'assouplissement monétaire de la BCE. Donc voilà, ça, je pense que je vois pas comment on pourrait ne pas avoir d'impact positif de cette baisse de taux de la BCE. Après, sur le luxe, les choses sont compliquées parce que, notamment, c'est quand même très dépendant notamment de la situation chinoise. Et en fait, on reste relativement prudent, comme on l'expliquait tout à l'heure, sur la conjoncture chinoise. Donc, même s'il peut y avoir des dynamiques positives, on n'est pas très positif sur ce secteur-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, du coup, Christopher. Complètement. Alors, on voit certes une forte dispersion au sein du secteur, entre, par exemple, l'ultra-luxe type Hermès qui s'en sort plutôt bien, LVMH qui finalement effectivement complètement subi ce risque chinois et cette dégradation de la dynamique économique, et d'autres comme Kering qui sont aussi des problèmes structurels, on rajoute. Mais très clairement, pour l'année 2025, ça sera quand même un secteur qui va être plutôt compliqué à minima sur la première partie d'année. On voit mal comment on pourrait avoir un revirement de tendance qui soit complet. Donc, sur cet aspect-là, effectivement, je pense qu'on se rejoint. Sur les foncières, je suis pas expert non plus, donc je te rejoins sur ce que tu as évoqué. Voilà, c'était très bien aussi. Pardon pour ces questions. Au moins, ça montre que c'est pas filtré. Hein. Ouais, c'est l'avantage. Hein. Donc, c'est appréciable pour les auditeurs. Moi, j'en ai fini pour mes questions, en tout cas. Donc, il me reste à vous remercier pour cet état des lieux et ces anticipations pour l'année future. Encore une fois, donc, vous pouvez suivre Bastien et Christopher d'une façon régulière, à la fois sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Patrimeta. Et puis, le cas échéant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis n'hésitez pas à nous voir à la fin du mois, puisqu'on aura cette fois-ci une conférence qui sera focalisée sur la gestion des taux. Donc, et ça sera le 28 janvier prochain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie à tous les trois d'avoir animé et évoqué les différents sujets sans filtre. Et puis, à bientôt donc, pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode du cycle de conférences de Patrimeta. Merci encore. Merci bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.